Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode interview du podcast Les Chevaux Explorateurs. Aujourd'hui, je reçois Coraline Plumat de Une leçon d'ancrage, elle est comportementaliste équin, et je l'ai invitée aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai un poney qui est concerné. On va parler du sujet du trauma et du traumatisme. Coraline, bonjour, bienvenue à toi. Merci de m'avoir invité. Merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu voudrais tout simplement te présenter? Oui, alors comme tu l'as déjà dit, moi c'est Coraline, je suis comportementaliste équin et vous pouvez me trouver sur les réseaux sous le nom Une leçon d'ancrage. Je suis comportementaliste équin maintenant depuis 2023, après m'être formée avec une comportementaliste orientée R+, donc je pratique aussi et j'enseigne également le clicker training. Et je suis là aujourd'hui parce que le sujet de l'anxiété et du trauma sont évidemment des sujets qui m'intéressent pour y être arrivée plus particulièrement à travers la problématique de l'anxiété, qui était un peu le problème principal que j'ai rencontré avec mon cheval et qui m'a mené à me former sur tous ces sujets parce qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient juste « Oh, il te respecte pas, tu dois être son leader. » Et non seulement j'avais pas envie de partir là-dedans, et puis je me suis très vite rendu compte qu'avec lui, ça n'allait pas fonctionner de toute façon. Donc voilà, j'ai commencé mon petit chemin d'exploration et de formation, et c'est ça qui m'a mené au traumatisme. Et c'est quoi le lien entre anxiété et traumatisme? Alors, le lien n'est pas nécessairement existant, mais l'anxiété peut être un des symptômes du traumatisme. Donc, le traumatisme, ce qui est vraiment important à comprendre, parce que je pense qu'au quotidien, il y a beaucoup de gens qui parlent de traumatisme. Oh, mon cheval, il a fait ça. Oh, arrête de faire ça, tu vas pas le traumatiser si tu fais ça. C'est vraiment un mot qui est passé dans le langage courant assez facilement. Mais le traumatisme, c'est une expérience qui n'a pas été intégrée par le corps et l'esprit. Il y a plein de façons de le définir qui peut être plus ou moins scientifique, plus ou moins médical. C'est un champ dans lequel il y a aussi beaucoup de pseudosciences, donc parfois c'est un peu difficile de tout démêler et de trouver la bonne façon de le définir. Mais moi, une définition simple que j'aime beaucoup expliquer, c'est que c'est donc une expérience qui n'a pas été résolue émotionnellement parlant. Donc en fait, c'est une expérience avec laquelle on reste. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est une expérience qui va avoir un impact à long terme. D'accord. Donc, un des symptômes de cet impact à long terme, ça peut être de l'anxiété. Donc ça, c'est le traumatisme. Ouais, Des fois, on entend parler aussi de trauma et traumatisme. C'est la même chose, c'est pas pareil? c'est la même chose. Trauma, c'est le mot anglais, en fait. Mhm. Et je pense que simplement pour aller plus vite, on entend souvent parler de trauma ou voilà, c'est un peu lent dans le langage courant aussi, arrête de faire ton trauma, des choses comme ça. Mais voilà, le mot officiel, entre guillemets, Mhm. c'est traumatisme. Et puis, je dis vraiment officiel entre guillemets parce que le terme de traumatisme et le diagnostic de traumatisme, il existe pour l'humain. Mhm. Donc, en psychologie humaine, il y a des critères spécifiques pour déterminer un certain nombre de catégories et d'éléments définis. Mais ce traumatisme, cette définition n'existe pas officiellement pour le cheval. Donc, si on regarde un manuel vétérinaire, on peut avoir un diagnostic de fourbure, mais on n'a pas un diagnostic de traumatisme. Ouais. Parce que voilà, ça a été fait pour l'humain, et déjà pour l'humain, ça a pris quand même très longtemps avant qu'on reconnaisse le traumatisme comme une problématique et pas juste Mhm. ce type-là, il est juste fou. Et du coup, pour les animaux, on s'inspire beaucoup de la médecine humaine pour essayer d'identifier quels sont les points communs, les points qu'on peut raisonnablement lier, parce que on le sait, il y a beaucoup d'éléments du cerveau du cheval qui fonctionnent de la même manière que beaucoup d'autres mammifères et donc nous. Et donc, il y a certaines parties du traumatisme humain qu'on ne peut pas appliquer au cheval, ou en tout cas avec des gros points d'interrogation. Et par contre, il y en a d'autres comme l'anxiété, où on peut établir un lien en disant que ça fonctionne comme ça pour l'humain, ce sera probablement le cas pour les chevaux aussi. Ouais. Oui, on reste comme souvent dans le milieu équin, sur des choses qu'on a transposées comme on peut depuis l'humain, où on est du coup toujours Ouais. précautionneux, entre guillemets, sur Mhm. ce qu'on va, les termes qu'on va utiliser là. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est un champ de recherche où il y a eu beaucoup de liens entre l'animal et l'humain. Donc, même dans la science comportementale, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites d'abord sur des animaux
souvent parce que d'un point de vue éthique, c'était un peu sur la ligne pour le faire avec des humains, donc on les a fait avec des animaux et on s'est rendu compte, ah ben en fait, en termes de réaction, on voit exactement la même chose chez l'humain. Et donc c'est un peu cette science qui se répond dans un sens et dans l'autre, où d'abord on a dit, ben voilà, analyser le traumatisme chez l'humain, c'était compliqué. Un des premiers psychothérapeutes qui s'est penché sur la question, il travaillait avec des vétérans de la guerre du Vietnam. Et ce sont des hommes qui sont revenus de la guerre traumatisés par ce qu'ils ont vécu, par ce qu'ils ont vu. Et il y a encore une cinquantaine d'années, c'est toujours un peu le cas à l'heure actuelle, mais on avait vite fait de dire, ah, ben, c'est juste que tu es un homme faible, ben, voilà, sois un vrai homme, tu reviens de la guerre, tu es fait pour ça. Et alors qu'ils avaient de vrais impacts, parfois même pendant des dizaines d'années après. Et donc je pense que cette empathie, on la développe toujours plus facilement pour notre propre espèce d'abord. Et puis une fois qu'on a cette connaissance, qu'on commence à comprendre, ok, mais l'impact du traumatisme, en fait, c'est pas juste les 2 jours après, c'est les 20 ans après, sur les relations sociales, sur le travail, sur la santé, sur l'immunité, ça a vraiment un champ d'impact qui est énorme. Et bah, avec l'empathie qu'on a de plus en plus maintenant avec les animaux et le- l'évolution sur le bien-être animal, bah, on reprend ces champs de recherche pour aller les réappliquer aux animaux. Et je pense que c'est assez chouette quelque part qu'on ait commencé Ouais. cette recherche sur les animaux, peut-être un peu pour les mauvaises raisons, mais maintenant on y revient à travers l'humain pour les bonnes raisons. Et ça, Ouais. c'est un peu un bon signe aussi pour ce Mm. qu'on fait avec les animaux. Donc, commence quand même y avoir des études sur le sujet chez les animaux. Chez les animaux, ça commence tout doucement, un petit peu plus peut-être pour les animaux domestiques. Je pense que pour les chiens, ça a été un petit peu plus fait. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est que bah, voilà, on n'a pas ce diagnostic qui est vraiment clair de dire comment est-ce qu'on caractérise le traumatisme chez un animal. Et donc, même dans l'utilisation, dans les articles, qu'est-ce qui est un traumatisme, qu'est-ce que pas, c'est un peu Ouais. difficile à trancher. Et il y a vraiment cet élément dans le temps, en fait, qui est aussi difficile à analyser parce que la plupart des chevaux qui vont participer à des études scientifiques, soit ils sont amenés par des propriétaires qui peut-être les connaissent depuis leur naissance, mais c'est quand même pas super souvent le cas. La plupart d'entre nous, on a acheté nos chevaux à X ans et on sait ce qui s'est passé depuis, et peut-être seulement en Ouais. partie, parce que si on a nos chevaux en pension, ben, il y a toujours 20 heures par jour à peu près, on ne sait pas ce qui se passe. Et, euh, et particulièrement pour les chevaux qui participent à ces études, ben, peut-être qu'on se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé les 3, 4 dernières semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ouais. après un accident de van, après une compétition, enfin, traumatisme, ça peut être presque n'importe quoi. Ça va beaucoup dépendre de l'individu aussi. Donc c'est assez difficile à analyser pour un animal qui a une période de vie assez longue et qui peut pas nous dire vraiment ce que lui a vécu. Ouais. C'est clair. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on connaît finalement du traumatisme chez le cheval? Euh, je pense que les éléments sur lesquels on est le plus sûr, ça va vraiment être les réponses comportementales et Mm. voir comment celles-ci évoluent dans le temps. Donc, les éléments qui, moi, vont me faire dire en consultation que je suis face à un cheval qui a peut-être été traumatisé, et ce traumatisme a pu arriver avant la relation avec l'humain et qui fait Mm. appel à moi. C'est un cheval qui va avoir des problèmes de peur et d'anxiété qui sont vraiment étendus. Donc, les chevaux réactifs, les chevaux qui sont constamment en hypervigilance, les chevaux qui ont peur de tout. Donc ça, c'est vraiment un des symptômes du traumatisme, même chez l'humain, c'est d'avoir une généralisation des éléments de peur. Donc on a peut-être été traumatisé par une chose, mais le traumatisme fait qu'on reste bloqué en Mm. fait en état de survie. C'est aussi ça qui fait la différence entre juste une expérience intense qui va faire terriblement peur. Si je prends un accident de voiture, par exemple, je peux faire un accident de voiture et pas forcément être traumatisé. Je vais peut-être avoir une très mauvaise expérience, avoir un peu de mal à conduire pendant les semaines d'après, être un peu plus tordu quand je Mm. conduis, mais cette peur, elle va aller progressivement en descendant à force que je reprenne la voiture, que je conduise, etc. Petit à petit, ça va aller mieux. Et après quelques semaines, tant mon corps que mon esprit vont aller classer ça comme un souvenir. Et donc, Mm. l'impact émotionnel, même de me souvenir de mon accident de voiture, ben voilà, ça reste un peu désagréable, mais ça ne va pas me le faire revivre. Mm. Alors que le traumatisme, c'est vraiment cette expérience qui n'est pas classée. Et ça, il y a des études qui ont été faites chez l'humain où on les place dans des scanners, on leur demande de se rappeler leur traumatisme et on voit que le cerveau ne s'active pas comme pour un souvenir, mais il s'active comme le fait d'être dans la situation. Donc, le fait de revivre un trauma, Mm. euh, c'est pas, c'est pas une façon de parler, c'est potentiellement vraiment. Ouais. J'ai peut-être ces souvenirs qui vont revenir et qui vont me reprendre comme si j'étais bloquée dans la situation. Ben, ça crée évidemment un état d'hypervigilance. Et si on est en état d'hypervigilance, ben, n'importe quel truc banal peut en arriver à faire peur parce qu'on se sent véritablement attaqué pour ça.
Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement identifier chez Oui. les chevaux, qui peut avoir d'autres causes, mais parmi voilà, toute cette addition de symptômes qui peut amener à dire que le Mm. cheval est traumatisé. On peut avoir aussi des symptômes type dépressifs, donc des chevaux qui sont en état d'impuissance acquise, qui ne s'intéressent à Oui. rien, qui n'ont pas de curiosité, pas d'exploration. Ça peut aussi être des symptômes de traumatisme. Le fait d'être résistant à ce qu'on appelle la désensibilisation. Et j'appelle ici vraiment voilà, le processus d'habituation et de désensibilisation systématique. Des chevaux qui ont l'air de faire Mm. des progrès par rapport à un stimulus particulier et puis qui soudainement vont exploser. On a l'impression qu'on revient à l'étape 1 alors qu'on avait fait des progrès. Ça aussi, ça peut être ce type de Mm. résurgence, un symptôme de traumatisme. Et puis, d'un point de vue cognitif, tout ce qui est difficulté à porter de l'attention, à maintenir son attention, difficulté à apprendre, les chevaux qu'on va classifier de bêtes, ça peut aussi être des éléments qui sont symptômes de traumatisme. Alors, tous ces Mm. éléments-là, on peut se dire, oui, mais le cheval pourra avoir des ulcères, il pourra avoir X. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui peuvent être dus à d'autres causes. Et c'est ça qui rend ça compliqué. C'est de dire, il faut qu'il y ait plusieurs de ces symptômes-là ensemble. Ça reste évidemment toujours dépendant de Mm. l'individu et du traumatisme qu'il a vécu. Et une fois qu'on a pu éliminer les causes physiques, c'est pour ça que c'est toujours important quand on a des problèmes de comportement de commencer par là. Si on a fait un full check-up veto, qu'on ne trouve rien et que le cheval pète toujours en l'air quand on éternue à côté de lui, probablement qu'il s'est passé un truc dans sa vie qui l'a rendu comme ça. Oui, c'est clairement, c'est pas évident. Il faut être quand même vachement attentif dans les détails, quoi, pour arriver à voir ça. Et je pense qu'il faut vraiment aussi pouvoir faire des liens à long terme. Dans ma pratique, Mm. quand je fais des bilans comportementaux, où j'accompagne des gens pour des problèmes de comportement, j'ai un très long questionnaire qui très souvent va poser des questions qui n'ont rien à voir avec la problématique que l'humain m'amène en premier lieu. Et ça permet justement d'essayer d'avoir cette vue un peu holistique. Et très souvent, j'ai des gens qui me disent, en répondant à ton questionnaire, ça m'a rappelé tel truc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est arrivé 2 semaines avant le début de ce problème-là. Et puis du coup, on commence à refaire des liens. Et ça permet, sur base d'un problème qu'on a commencé à regarder quand il est devenu problématique pour l'humain, on se rend compte que le problème a commencé 2, 3 mois avant. Et puis on arrive peut-être à réidentifier quelle était l'interaction, voilà, qui a commencé à faire déborder le vase et puis qui a fait que bah, l'inondation a grandi jusqu'au moment où on a de l'eau jusqu'à la taille et on se dit, bah là, il faut faire quelque chose. Ouais. Mais voilà, même ça peut toujours être une expérience négative versus un traumatisme. Et là aussi, la définition entre les deux, elle peut être un peu variable selon les personnes. Mm. Ouais, du coup, est-ce qu'il y aurait plusieurs formes, plusieurs degrés de traumatisme ou d'autres choses avec lesquelles ils peuvent être vite confondus? Ou est-ce que, j'ai l'impression que c'est pas carré, quoi. C'est pas genre il y a traumatisme ou il y a pas traumatisme. Non, je pense que c'est vraiment une question d'analyse et c'est toujours un peu difficile à les identifier. Il y a le concept qu'on appelle aussi la blessure comportementale et je pense que entre les deux, la façon de le traiter ou de l'aborder va être assez similaire, mais je pense que c'est peut-être la différenciation qui est la plus facile à faire. La blessure comportementale, ça va être un élément ou une expérience très négative pour le cheval qui va rester autour de cette expérience négative. Donc, par exemple, si je prends même le cas un peu extrême d'un cheval qui aurait eu un accident de van, qu'il commence déjà à planter et à refuser d'avancer quand il y a un van à 10 mètres de lui, euh, on va dire que c'est normal. Il a vécu une Mm. expérience était potentiellement traumatisante, qui a eu beaucoup voilà, d'éléments de peur, probablement de douleur physique, etc. Cette réaction, elle est normale. Si le cheval, dans tout le reste de ses interactions, il vit en troupeau sans problème, il est tranquille, il peut être monté, il peut aller en promenade, etc., et qu'on n'a pas d'éléments de peur, d'anxiété, de perte d'attention, etc., qui surviennent dans d'autres circonstances, je vais plutôt considérer ça comme une blessure comportementale. Donc, c'est-à-dire qu'on a cet élément-là spécifique à travailler. Il y a peut-être des choses à faire un peu autour, mais fondamentalement, ce qu'on doit travailler, c'est le van et l'embarquement, parce que le cheval, dans le reste de sa vie, il va bien. Mm. Alors qu'un cheval qui a été traumatisé par cette expérience-là, ça peut être exactement la même, ça va vraiment dépendre d'un cheval à l'autre, c'est ça qui est vraiment difficile. Il va pas seulement réagir quand il voit le van, il va réagir dans tous les espaces contraints, il va réagir quand il entend passer une voiture, il va peut-être réagir quand il y a un truc qu'on n'a pas du tout nous perçu dans l'environnement, mais qui lui rappelle son accident, qui fait qu'il va exploser pour rien, parce que lui a fait ce lien-là. Mm. Il y a une comportementaliste britannique qui m'a un jour raconté le cas d'un cheval qui paniquait dans la cour de l'écurie pour, soi-disant, aucune raison.
Ouais. Et en fait, à force d'analyse, et ça leur a pris pas mal de temps, c'est un cheval qui justement avait eu un accident de van. Et durant son accident, dans le van, il y avait un seau jaune. Et en fait, dans son écurie, il y a des gens qui avaient des seaux jaunes. Et donc, ce cheval paniquait à chaque fois qu'il y a un seau jaune qui s'approchait de lui, peut-être parce que les cavaliers d'à côté travaillaient un seau pour aller donner de l'eau à son cheval. Waouh. Et en fait, il leur a fallu énormément de temps pour réussir à identifier que c'était ça le déclencheur, puis pour la propriétaire de se souvenir, ah oui, j'avais un seau jaune, le jour où on allait en concours, il était probablement dans le van, et peut-être que le truc lui a volé en pleine tête pendant l'accident, quelque chose comme ça, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est vraiment un cas de réminiscence où le cheval a été faire un lien entre sa mauvaise expérience et un élément qui peut se ressurgir à n'importe quel instant et qui n'est en fait pas vraiment signe de menace parce que même le saut en lui-même ne lui a rien fait. C'est la circonstance qui a fait que ce saut a pris un conditionnement particulièrement négatif. Et donc, dans des cas comme ça, on va parler de traumatisme parce qu'on commence à voir ces problématiques qui sortent un peu de nulle part comme ça, dans des circonstances qui n'avaient rien à voir. Et du coup, là, tu parles d'un cheval qui est traumatisé. Il y a une différence avec le stress post-traumatique? Le stress post-traumatique est une forme de, de traumatisme. Donc, dans les formes, et bon, là, je vais partir un peu en sciences humaines. Bon, je suis pas psychologue non plus, mais c'est juste pour donner un peu l'exemple de façon générale. Euh, le stress post-traumatique, c'est vraiment un diagnostic de psychologie humaine. On peut aussi avoir des traumatismes qui vont être générationnels, qui vont être des traumatismes de l'attachement, des traumatismes sociaux. Euh, qui vont pas toujours se manifester exactement de la même façon. Donc, le stress post-traumatique, on va peut-être un peu plus souvent le voir avec des gens qui ont vraiment vécu des expériences violentes et intenses, donc plutôt des traumatismes qui sont, j'ai pas envie de dire uniques dans le temps, mais qui sont plutôt des Mm. traumatismes aigus. C'est arrivé, ça a été intense, ça a été brutal, et puis il y a eu une vraie fin. Alors que si on compare avec quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans le cadre familial, et je vais pas aller trop dans les détails parce que je veux pas non plus que qui que ce soit se sente mal à l'aise avec cette discussion, mais un enfant qui a été traumatisé dans son cadre familial, c'est souvent des traumatismes qui vont s'étendre sur des répétitions, sur plusieurs dizaines d'années, et qui du coup vont aller se présenter un peu différemment. Et on va avoir par exemple beaucoup d'impact sur l'immunité, sur la santé. Mm. Le fait de développer du diabète à 50 ans, ça peut être renforcé par le fait qu'on a été traumatisé en tant qu'enfant. Il y a vraiment des liens qui peuvent s'étendre très très longuement. Et ouais. Alors que le stress post-traumatique, ça va être lié à des expériences, enfin, tous les traumatismes en fait, mais peut-être le stress, vraiment ce syndrome-là un peu plus, je réfléchis. Non, je pense qu'on peut tirer cette conclusion-là un peu dans les deux. Ça va vraiment être un autre élément qui va permettre d'identifier qu'on a eu affaire à un traumatisme. C'est le manque de support social autour de cette expérience, donc qui permet de l'intégrer, et un certain niveau de contrainte, en fait. Donc, un des éléments qui peut faire la différence entre un cheval qui va être traumatisé et un cheval qui ne l'est pas, c'est un cheval qui va vivre une expérience hyper intense, mais qui va avoir la Ouais. possibilité de fuir, qui va peut-être arracher sa longe, foutre le camp, il était en mesure de réagir, alors qu'un cheval qui a été maintenu, qui a été bloqué dans un van, bloqué dans un box, bloqué même mentalement, et on peut directement penser à la pratique de l'immersion, euh, où le cheval n'est plus au contrôle de ce qui se passe, où il est entièrement subi, où on lui retire vraiment son agence et le fait qu'il a un contrôle sur sa vie va développer un trauma. Je pense que c'est le vécu de Félix, moi, quelque part. Comme c'est un poney qui a rencontré l'humain enfin, qui n'a pas connu l'humain très jeune et qui a rencontré l'humain probablement le jour où on l'a fait monter dans un camion pour aller chez la marchande. Mais il y a probablement ce côté, j'ai été forcée dans le camion et puis ben, j'avais plus de contrôle, quoi. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu ce mécanisme-là chez lui. Ouais. C'est mon interprétation. Après, c'est toujours pareil, quand c'est des animaux, c'est pas simple Et C'est d'être sûr de tout ce qui peut passer, quoi. c'est vraiment un point que je trouve super difficile à considérer chez le cheval parce que si tu regardes la plupart de l'historique des chevaux domestiques, ils ont à peu près tous vécu au moins une expérience qu'on peut classifier comme traumatisante. Mm. Alors, est-ce qu'ils s'en sortent avec un traumatisme? Ça dépend de ce qu'il a vécu après. Si tu prends bah, un peu comme Félix ou n'importe quel poulain qui a vécu un sevrage au camion, quand il est redescendu du camion de l'autre côté, est-ce qu'on l'a tapé en boxe? Est-ce qu'on lui a cassé Mm. la gueule parce que de toute façon, il était trop bête? Ou est-ce qu'il s'est retrouvé dans un pré avec un troupeau bien équilibré, avec des juments qui ont pu jouer un peu
un rôle éducatif qui lui ont donné une base claire, où il a vécu peut-être 10 ans dans le même groupe, qui lui a permis de développer des liens d'attachement relativement positifs et ça, etc. Donc, est-ce que le sevrage camion automatiquement crée un traumatisme? En vrai, je pense que la plupart de ces tripes de sevrage, quand même, ça flingue un peu les chevaux. Mais l'impact que chaque cheval va avoir et ce qui va se traîner, en fait, comme casserole tout le reste de sa vie, ça va vraiment dépendre de ce qui s'est passé après et autour de cet événement traumatique qui va lui permettre de développer de moins en moins de symptômes ou de redévelopper, en fait, un état psychologique sain par rapport aux autres chevaux. Mais si on regarde juste les événements, je ça commence à aller mieux, mais la plupart des sevrages sont encore Ouais, problématiques, la plupart des débourrages sont ouais. problématiques, la plupart des mises en box sont Mm. problématiques, sans dire forcément que le fait de mettre un cheval au box est un problème. Mais euh, j'ai vu plusieurs situations où on a des chevaux qui ont grandi au pré jusqu'à 3 ans, puis on arrive au débourrage, on les colle dans des box, on les laisse paniquer jusqu'à ce qu'ils soient tapés 4 fois dedans et qu'ils aient fini par abandonner. On se dit maintenant c'est bon, il est prêt à être au box. Je pense que c'est très bien d'habituer son cheval à être au box parce qu'il y a des cas où on a peut-être vraiment besoin de le faire. Mais ça reste un processus d'habituation comme on le ferait avec une Ouais. bâche ou avec n'importe quoi d'autre. Mais si ça n'a pas été bien fait, ben voilà. Félix, lui, il avait 3 ans en fait. Donc il a eu le droit de jamais vu l'humain, le camion, Ouais, le box. Alors il n'était pas tout seul au box, mais il était deux, je pense que c'était son frère. Et donc il a eu du soutien social, mais il y a quand même ouais. pas mal de comportements difficiles aujourd'hui. Donc Mais même le soutien social comme ça, si c'est du soutien social par un autre individu qui vit exactement le même traumatisme que toi, est-ce que ça t'aide à 200%? C'est comme si tu es super c'est pas stressé par un gagné. truc et puis que tu es face à quelqu'un qui est aussi super stressé et qui en fait il t'engueule parce qu'il ne gère pas son propre stress. Ben voilà, tu es avec quelqu'un, mais ça t'aide pas nécessairement à baisser ton stress, à te gérer, à redévelopper du lien, etc. Ouais. C'est pas, c'est pas automatique, quoi. Et ce que tu dis, ça me fait penser en fait vraiment que le traumatisme, c'est pas forcément une expérience unique ponctuelle, ça peut être plein de petites expériences dans le temps. Et là, je me dis, mais en fait, dans les chevaux, il y en a plein qui sont dans des situations comme ça où ben, à chaque fois qu'on travaille, je suis contraint, je suis obligé, je peux pas fuir. Enfin, il y a beaucoup ces mécanismes-là qui sont présents et on parle de résignation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mécanisme traumatique dans la résignation, par exemple, des chevaux ou des choses comme ça? Si, probablement. Probablement, la résignation peut être un symptôme de traumatisme qui va pas toujours s'exprimer comme ça. C'est toujours un peu Mm. le lien entre les deux. Le Mm. traumatisme, c'est un peu un terme chapeau, en fait, qui va couvrir des expériences, des applications. Et particulièrement chez l'humain, on va l'étendre à des changements physiologiques qu'on ne connaît peut-être pas aussi bien chez le cheval. Si on fait le lien avec le diabète chez l'humain, est-ce qu'on pourrait dire le fait que mon cheval développe soudainement des fourbures à 15 ans, c'est peut-être lié au fait à comment il a été sevré et comment son métabolisme a changé en réponse à ça. J'ai pas connaissance de qui que ce soit qui ait fait ce type d'études. Et je pense qu'en plus, Mm. enfin, c'est multifactoriel, donc c'est hyper difficile à analyser. Mais je pense que ce serait pas du tout délirant qu'on en arrive à ce type de conclusion. Mais Ouais. clairement, pour les chevaux qui sont travaillés régulièrement en hyperflexion, qui sortent jamais au box, etc., euh, c'est vraiment... ou même des chevaux qui n'ont pas spécialement été violentés. J'ai suivi le cas d'une jument qui, je pense, pendant 9 mois à 3 ans. Donc, c'est une jument de dressage qui a été sortie du pré, je pense, et puis amenée dans une écurie pour être débourrée. Elle s'est retrouvée dans un box en fond d'allée, dans un bâtiment qui comprenait le manège intérieur et le box. Elle était travaillée Mhm. 6 fois par semaine. Et donc, elle sortait de son box, elle allait dans le manège, elle était travaillée, elle était remise dans son box. Et le dimanche, c'était son jour de repos, donc elle restait là. Je pense pas que c'est une jument qui a été battue par l'humain parce que Mm. elle n'a jamais montré vraiment de signes agressifs, sauf quand elle avait des problèmes physiques. Et donc, on a lié ça à la douleur. Mais sinon, c'est une jument qui volontiers vient voir l'humain. Bon, maintenant, elle vit au pré, etc. Et elle a une bien meilleure vie, donc ça a aidé évidemment pour ça. Mais c'est un cheval qui n'a jamais été agressif ou qui n'a jamais eu l'air de créer un problème vis-à-vis de l'humain. Mais par contre, qui a développé à long terme des symptômes d'anxiété, de la réactivité, de la réactivité au travail, enfin, un panel de choses qui sont toujours en partie problématique à l'heure actuelle, même si ça va beaucoup mieux et que le travail qu'on a fait, ça a amélioré beaucoup de choses. Mais c'est un cheval qui, simplement, pendant 9 mois de sa vie, n'a pas vu la lumière du jour, n'a pas été face à de la lumière naturelle. Et j'ai ça à se dire pour un cheval, même s'il n'y a pas eu de violence, même s'il n'y a pas eu de contraintes physiques, etc., d'un point de vue de non-respect de ses besoins fondamentaux, Oui, c'est fort quand même.
Et évidemment, c'est un cheval qui, à un moment de sa vie, va faire ressortir des choses qui ne vont pas. C'est vrai que nous, on conçoit pas le truc d'être en permanence dans un lieu fermé, quoi. Passer nos journées sans sortir de, de, de la maison ou des couloirs ou tout ça, Oui. hop, ça arrive peut-être, hein. C'est vrai que je vis à la campagne, alors je me dis peut-être que dans les grandes villes, ça arrive, mais c'est vrai que ça paraît tellement décalé, quoi. Enfin, Où ils sont, où c'est leur choix encore de le faire. oui. Le cheval qui est laissé au box 6 jours par semaine, peut-être qu'il Mm, voudrait sortir, mais il n'a pas le choix. Et le jour où on lui propose vraiment, le fait de n'avoir jamais vu le monde extérieur, bah forcément, il y a un chat qui va passer, ça va le mettre en panique, et puis du coup, on est mm, dans le cycle de, bah, ce cheval, mm, il est trop con, on peut pas aller en extérieur avec, ouais. il n'est pas capable de vivre auprès, il n'est pas capable de XXX, parce que cette zone de confort et cette capacité à gérer le stress, elle se réduit forcément de plus en plus. Plus le cheval est en stress de base, moins il va être capable Mm, d'absorber un stress extérieur sans exploser, parce qu'il n'y a plus aucune tolérance. ouais. Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu un décalage entre on pourrait peut-être trouver plein de chevaux qui sont concernés, et c'est un sujet qui est très peu abordé dans le monde équestre. Et du coup, est-ce qu'il y a un peu un truc, est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou est-ce que, il y a une vraie méconnaissance, mais qu'il y a beaucoup plus de chevaux qui peuvent être concernés que ce qu'on pense? Alors malheureusement, je pense que c'est exactement ça, et je pense que c'est la grosse problématique du monde équestre aussi, c'est que si on commence vraiment à se poser des questions et à ouvrir les yeux là-dessus, bah, qu'est-ce qu'on fait d'un très grand nombre de pratiques qui sont problématiques dans le Mm, monde équestre à l'heure actuelle? mm, Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont résistants à ça parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que ça dépend aussi comment les chevaux vont exprimer leur traumatisme. Je pense que les chevaux qui versent dans mm, l'agressivité ou dans de l'anxiété extrême, pardon, qui sont vraiment dans la réactivité, c'est des chevaux qui vont être catégorisés mm, difficiles. Et du coup, soit ils n'ont pas de chance, ils vont rentrer dans des systèmes de rééducation où en fait on va continuer à taper sur le clou jusqu'à ce qu'ils se résignent. Et puis mm, du coup, ils arrêtent d'être difficiles et puis ils retombent dans le même seau, dans le même paquet que les chevaux qui sont résignés mm, tout de suite et qui du coup bah, sont devenus entre guillemets faciles. Et puis il y a les chevaux qui continuent à se battre et qui sont ceux qui ont peut-être la chance d'arriver dans un système un peu plus positif où on va commencer à revenir en disant, OK, mais mm, est-ce que ce cheval, il a ses besoins de cheval qui sont remplis? Est-ce qu'il est libre de toute pression physique et mentale due à de la douleur, des maladies, etc. Et puis du coup, on va pouvoir repartir sur un chemin qui va être plus positif. Parce qu'en fait, même avant de vouloir travailler sur un traumatisme, il y a toute une série d'étapes en fait et d'éléments à valider avant de pouvoir y arriver. Si, et c'est la même chose avec un humain d'ailleurs, si je veux travailler sur le traumatisme avec quelqu'un, si je vais voir quelqu'un dans la rue en disant toi, tu as eu un diagnostic de traumatisme, viens t'asseoir à côté de moi, on va parler, il va probablement pas avoir envie, il ne connaît pas, il ne me fait pas confiance, dans quoi est-ce qu'il s'engage, c'est extrêmement compliqué. Avec le cheval, c'est la même chose. Il faut d'abord veiller à ce que dans sa vie, de manière mm, générale, il commence à se sentir mieux. Et après, on peut commencer à introduire des questions, on va leur donner plus d'agence, on va introduire du choix, on va introduire de la coopération et tous ces éléments-là qui vont nous permettre finalement d'aller travailler sur le trauma. Si quelqu'un vient vers moi avec un cheval qui a été traumatisé de l'embarquement, par exemple, je ne vais presque jamais travailler l'embarquement au moins prise de choix, on va aller rétablir de l'autonomie chez le cheval. Parce que si j'ai un cheval qui vit constamment au box, qui n'a jamais eu le choix dans sa vie, qui n'a jamais peut-être été travailler des récompenses alimentaires et qui probablement a du foie une fois par jour, donc de toute façon il crève la dalle et il a mal au ventre. Si je dis, mm, OK, on va travailler sur le traumatisme, on va le faire grimper dans le van en clicker training, ça va mal se passer parce que le cheval n'est pas capable mentalement de gérer le choix, il n'est pas capable de gérer la prise de décision, il n'est pas capable de gérer le stress, entre guillemets, qui peut venir de l'utilisation d'une récompense alimentaire si elle n'est pas très bien utilisée. Et donc, en fait, il faut commencer par d'abord remettre le cheval dans des bases saines, qu'il ait un petit peu plus de flexibilité au point de vue de sa gestion du stress, de sa gestion des émotions. Et donc, on va faire au début des enrichissements, de l'exploration, de la recherche de nourriture, qui vont petit à petit, dans un modèle de cheval, rendre à ce cheval du choix, de la façon de gérer ses émotions, de prendre des décisions, de communiquer avec l'humain de façon plus vertueuse. Et au fil de ça, on peut arriver à travailler sur le problème. Mais travailler sur le problème directement, c'est très rarement possible. ouais. En fait, on se décale un peu du point de vue comportement pur. Enfin, la vision souvent sur laquelle on entre en premier, c'est il y a tel comportement, je vais résoudre le comportement. Et quand on parle de traumatisme, on parle de d'où ça vient, quelles sont les causes de ce problème de comportement. Et donc que, en fait, l'action va être sur ce côté plutôt mental et émotionnel
que sur l'aspect concret du comportement immédiat, quoi. Ouais, Il y a un décalage dans le temps à ouais. prendre en compte. Enfin, Bah, je pense que pour la plupart des problèmes de comportement, on peut aborder les choses de cette façon-là, mais je pense que ça mm, va dépendre aussi, en fait, d'un certain nombre de facteurs autour. Moi, quand je travaille avec un cheval qui a un problème de comportement, je vais toujours revoir cette base-là avant de décider qu'est-ce qu'on va mettre en place derrière. mm, Mais il y a des chevaux où déjà la base est relativement bonne et peut-être qu'ils sont pas traumatisés, et puis du coup, on peut aller agir sur le problème de comportement directement. Par contre, si j'ai en effet un cheval qui a l'air d'être traumatisé ou qui en présente assez de symptômes, ben, en fait, c'est super multifactoriel. Donc, le mm, problème aigu qui pose problème à l'humain, c'est vraiment le pompon pour le cheval et le truc qui te jette à la tronche le plus. mm. Mais il y a plein d'autres problèmes dans sa vie qu'il faut régler aussi. Donc, on essaie de travailler un peu sur tout ça. Et puis, c'est toujours en prenant en compte bah, les objectifs de l'humain, les impératifs autres qu'il peut y avoir. Si par exemple, c'est un cheval qui est au point où on ne peut plus l'approcher et donc il ne peut pas avoir des soins de base, bah, comment est-ce qu'on va aller équilibrer le fait de, bah, il faut quand même qu'on l'attrape mais voilà, tu vois, il y a des chevaux qui vivent relativement bien comme ça m'est arrivé de voir des chevaux où les pieds sont en fait tellement explosés que c'est pas possible. Il faut faire un Mm. truc Ouais, à court terme, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place un protocole pour faire ce truc à court terme? On va pas encore avoir du choix de la coopération parce que le cheval n'est pas prêt, en fait, encore à les donner et à coopérer mm. avec l'humain. Mais comment est-ce qu'on peut le faire sans retraumatiser le cheval en repartant dans C'est ça. une zone qui est où on va les remettre de la contrainte? C'est une ligne qui est très difficile à gérer parce que tu es parfois obligé de remettre un peu cette contrainte-là, mais comment est-ce que tu peux la gérer pour ne pas retraumatiser le cheval et pouvoir en parallèle continuer à travailler sur réinclure du choix, réinclure de la coopération qui va venir du cheval en lui-même, parce qu'on peut pas juste dire je vais donner du choix et puis dire au cheval vas-y maintenant choisis, et c'est lui qui doit l'amener, c'est lui qui doit décider de la coopération, on peut pas, c'est pas un truc qu'on peut établir, quoi, c'est un truc qui doit aller dans les deux sens. Oui, c'est toujours cet équilibre entre l'immédiat et le long terme, quoi. Ouais, Et il y a un truc que je pourrais développer dans ce que tu t'as dit avant, parce que tu parlais que peut voir des années après les conséquences du traumatisme. Tu parlais chez l'humain, je crois, genre du diabète à 50 ans peut ouais. avoir été lié à un déséquilibre qui est lié au traumatisme. Et j'aimerais bien que tu développes un peu ce sujet-là, parce que comment on en arrive à des problèmes de santé qui pourraient être causés par un traumatisme ancien? Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec Coraline pour un prochain épisode. On va parler de comment le passé de notre cheval peut influencer sur le présent et de pistes de choses à mettre en place quand on accompagne un cheval traumatisé. À très vite! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!